Le matin de son 62e anniversaire, Amélie se réveilla avec un sourire, persuadée que, malgré sa solitude récente, son fils Étienne lui réservait une journée mémorable. Elle ne se doutait pas à quel point elle avait raison. L'appartement de la Croix-Rousse était baigné d'une douce lumière d'octobre. En attendant que le café finisse de couler, Amélie repensa à l'appel de son fils la veille. Sa voix avait eu une pointe de tension, un ton bref qu'elle avait mis sur le compte d'une semaine de travail difficile. Elle chassa cette pensée fugace. Étienne était un bon fils, même s'il était toujours si occupé. Sur le buffet du salon, à côté d'une photo de son défunt mari, trônait la petite horloge de voyage qu'il lui avait offerte des années auparavant. Elle la prit un instant dans ses mains, un rituel matinal qui la réconfortait. Au moment où elle sortait sur le palier pour récupérer son journal, la porte d'en face s'ouvrit sur le visage souriant de Madame Perrin. « Joyeux anniversaire, Amélie », lança sa voisine avec une chaleur sincère. « Merci, Hélène. Vous êtes la première à y penser », répondit Amélie, touchée. « J'espère que votre fils vous a préparé quelque chose de spécial. Vous le méritez bien. » Cette brève conversation, simple et familière, était le symbole de la vie tranquille et agréable qu'Amélie s'était construite. À midi pile, la sonnette retentit. C'était Étienne, un petit bouquet de roses de supermarché à la main, son sourire de catalogue en place. « Joyeux anniversaire, maman. » Amélie le serra dans ses bras, ignorant la raideur de son étreinte. « Tu es venue. Je suis si contente. » « Bien sûr. Et j'ai une surprise. J'ai fait une réservation pour le déjeuner, alors mets ta plus jolie veste. » Le cœur d'Amélie s'emplit de joie. Elle se hâta de se préparer, attrapant son sac à main et la petite horloge de voyage pour la glisser dedans. « Laisse ça, maman, » dit Étienne d'un ton léger. « On ne va pas s'encombrer pour un simple déjeuner. » Sur le moment, Amélie obéit sans réfléchir, un peu déçue. Dans la voiture, l'ambiance était étrange. Étienne conduisait avec une concentration intense, répondant par monosyllabes aux tentatives de conversation de sa mère. Bientôt, Amélie réalisa qu'il ne se dirigeait pas vers les restaurants de la presqu'île, mais vers la périphérie, une zone de bureaux modernes et de bâtiments anonymes. Un malaise commença à naître en elle. « Étienne, où allons-nous ? Ce n'est pas le chemin. » « C'est la surprise, » dit-il, le regard fixé sur la route. La voiture ralentit et s'engagea dans une allée privée menant à un grand bâtiment de verre et de béton. Une enseigne discrète indiquait « La Chênaie paisible, résidence pour seniors ». Amélie sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que c'est ? Étienne, qu'est-ce qu'on fait ici ?» Il coupa le moteur et se tourna enfin vers elle, son visage dépourvu de toute chaleur. « C'est ta nouvelle maison, maman. C'est plus sûr pour toi. Tu oublies des choses, tu es seule. J'ai pris la décision pour ton bien. » Le monde d'Amélie bascula. Avant qu'elle ne puisse protester, il était sorti et avait ouvert le coffre. Il en sortit une valise. Sa valise. Il l'avait faite dans son dos. Dans le hall d'entrée, l'odeur d'antiseptique et de nourriture trop cuite lui coupa le souffle. Étienne s'adressa à la réceptionniste, signant des documents avec une efficacité glaçante, comme s'il réglait une simple formalité administrative. Il ne lui jeta pas un regard. Puis il se tourna vers elle, posa la valise à ses pieds, se pencha pour lui donner une bise froide sur la joue et murmura « Je t'appellerai ». Et il partit. La porte automatique se referma derrière lui, la laissant pétrifiée au milieu de ce hall inconnu, le bruit de son cœur battant à tout rompre dans le silence pesant. Une employée de l'EHPAD s'approche d'Amélie avec un sourire professionnel et lui touche le bras. « Venez, Madame Dubois, je vais vous montrer votre chambre. » La porte de l'ascenseur se referme, emportant Amélie vers sa nouvelle vie de prisonnière. Le premier réveil d'Amélie ne fut pas accompagné par l'odeur du café, mais par le son d'un chariot métallique dans le couloir et la lumière blafarde d'un néon. La réalité de la cage s'imposait. Le silence de la chambre n'était rompu que par la respiration sifflante de sa voisine, Simone, une femme frêle dont le regard restait fixé sur un point invisible au plafond. En se levant, Amélie sentit le linoléum froid sous ses pieds. Tout ici était froid, les murs beiges, les draps rêches qui sentaient l'eau de Javel, le plateau repas qu'on lui apporta sans un mot, contenant une bouillie tiède et un café insipide.
Les souvenirs de son appartement à la Croix-Rousse, de ses livres, de la chaleur de sa couette, lui parurent appartenir à une autre vie. Dans la matinée, une aide-soignante entra avec un sourire forcé. « Et bonjour Madame Dubois. Sur instruction de votre fils, je vais prendre votre téléphone portable pour le mettre en sécurité au bureau. C'est mieux pour vous de vous reposer sans être dérangé. » Amélie serra l'objet dans sa main. « Non. C'est mon téléphone. » « Ne vous inquiétez pas, c'est la procédure, » dit la jeune femme d'un ton infantilisant, lui prenant doucement l'appareil des mains. Amélie n'eut pas la force de résister. On ne la privait pas seulement d'un objet, on coupait son dernier lien avec le monde. On l'effaçait. Plus tard dans l'après-midi, on vint la chercher. « Votre voisine, Madame Perrin, est au téléphone. » On la conduisit dans un petit bureau où une employée la surveillait du coin de l'œil. « La Amélie ? Ça va ? » « Je m'inquiétais, » dit la voix pressée d'Hélène à l'autre bout du fil. « Et Hélène ?» commença Amélie, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Que pouvait-elle dire ? « Sors-moi d'ici, mon fils m'a enlevé ?» Cela semblait fou. « Je suis fatiguée. Étienne m'a appelé. Il m'a dit que tu avais besoin de repos. Si tu as besoin de quoi que ce soit. » La conversation fut écourtée. Amélie retourna dans sa chambre, le cœur lourd. Elle comprenait maintenant la stratégie d'Étienne, l'isoler, puis contrôler le récit. À Lyon, Étienne était au téléphone dans son bureau luxueux, regardant la ville s'étendre à ses pieds. « Oui, Hélène, merci de prendre de ces nouvelles, » disait-il d'une voix empreinte d'une fausse tristesse. « C'est très difficile. » Elle devenait confuse, paranoïaque même. Elle oubliait de manger, elle perdait ses clés. La laisser seule n'était plus une option. C'est la décision la plus dure de ma vie, mais c'était pour son bien. Non, ne t'inquiète pas, il ne vaut mieux pas lui rendre visite pour le moment, le temps qu'elle s'adapte. Il raccrocha, son visage se durcissant instantanément. Le plan se déroulait sans accroc. Le 3e jour, une nouvelle aide-soignante entra dans la chambre pour sa tournée. Elle était plus jeune que les autres, avec des tresses relevées et un regard direct. « Bonjour Madame Dubois, je suis Juliette. » En prenant sa tension, son regard se posa sur le livre qu'Amélie avait réussi à emporter avec elle, un recueil de poèmes de Prévert. « Ma grand-mère adorait ce poète, » dit Juliette doucement. « On l'a mise dans un endroit comme celui-ci quand j'étais adolescente. Elle avait encore toute sa tête, mais personne ne l'écoutait. Je m'en suis toujours voulu de n'avoir rien dit. » Elle releva les yeux vers Amélie, et pour la première fois, Amélie ne vit pas de la pitié, mais de la compréhension. Un silence s'installa, lourd de sens. C'était la première conversation réelle qu'elle avait depuis son arrivée. En fin de journée, alors qu'elle marchait lentement dans le couloir, Amélie passa devant le bureau des infirmières dont la porte était entr'ouverte. Elle entendit des chuchotements. « C'est la dame de la 207. Son fils a été tellement courageux de faire ça. Il doit vraiment l'aimer pour prendre une décision si difficile. » Chaque mot fut comme un coup de poignard. Non seulement on lui avait tout pris, mais son bourreau passait pour un héros. Anéantie, elle retourna s'asseoir sur son lit, le regard vide. Ce soir-là, alors qu'elle passait près de la chambre d'Amélie pour terminer son service, Juliette s'arrêta un instant sur le seuil. Amélie n'avait pas bougé, fixant le mur. Juliette lui dit doucement, « Vous avez le regard vif, Madame Dubois. Ne le laissez pas s'éteindre ici. » Après une semaine, une routine grise avait commencé à s'installer, et avec elle, le plus grand des dangers, la résignation. Amélie sentait sa colère s'émousser, remplacée par un vide immense. Les jours se ressemblaient, rythmés par les repas fades et les couloirs sans fin. Elle passait des heures dans le petit jardin intérieur, une cour stérile où quelques plantes fatiguées tentaient de survivre, tout comme elle. Elle ne parlait presque plus, même à Simone, sa voisine de chambre. Les mots de Juliette, « Ne le laissez pas s'éteindre ici », résonnaient parfois dans son esprit, mais ils ressemblaient à un écho lointain, une vérité appartenant à un monde auquel elle n'avait plus accès. Un après-midi, alors qu'elle était assise sur un banc, Juliette la rejoignit. Elle ne lui posa pas les questions habituelles des soignants. Elle s'assit en silence un instant, puis dit,
J'ai vu le marché de la Croix-Rousse ce matin en venant. Les étals débordaient de cèpes et de potimarrons. L'automne est vraiment là. Elle se mit à décrire les couleurs, les odeurs, le brouhaha des commerçants, peignant une image si vivante du monde extérieur qu'Amélie sentit une fissure se former dans sa coquille de désespoir. J'avais un petit potager, sur mon balcon, murmura Amélie, sa propre voix lui paraissant étrange. Et des tomates, des herbes aromatiques. L'odeur du basilic frais le matin me manque. Juliette sourit, un vrai sourire. Je suis sûre qu'il vous attend. Cette simple conversation, la première qui ne tournait pas autour de sa santé ou de son adaptation, fut comme une bouffée d'air pur. C'était un rappel qu'une autre vie existait, une vie où elle n'était pas seulement la résidente de la chambre 207. En fin de journée, juste avant de quitter son service, Juliette passa voir Amélie. Elle tenait dans sa main un petit papier plié, un reçu de jeu en papier thermique. « Tenez », dit-elle en le lui glissant discrètement dans la paume. « On ne sait jamais. C'est un flash que j'ai pris au tabac en venant. Je vous le donne, j'ai un bon pressentiment pour vous. » Amélie regarda le billet, perplexe. Un ticket de loto. L'idée était si absurde, si déconnectée de sa réalité carcérale, qu'elle faillit en rire. L'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. « Gardez-le, Juliette. Vous en aurez plus besoin que moi. »« Non », insista la jeune femme avec une douceur têtue. « C'est un cadeau. Faites-en ce que vous voulez. » Sur ces mots, elle partit, laissant Amélie seule avec ce symbole fragile d'un hasard improbable. Pendant des heures, le billet resta posé sur sa table de chevet. Il la narguait. Un concentré de rêves impossibles dans un lieu où le seul futur était une lente dégradation. Plusieurs fois, elle tendit la main pour le jeter à la poubelle, pour anéantir cette fausse promesse. C'était cruel de lui donner de l'espoir. Mais à chaque fois, elle s'arrêtait. Ce n'était pas le gain potentiel qui la retenait. C'était le geste. Le geste de Juliette. Le premier acte de pure bonté désintéressée qu'elle avait reçu depuis son arrivée. Jeter le billet, c'était rejeter ce geste. Et puis, une autre pensée germa en elle, une pensée teintée de défi. Vérifier les numéros. Non pas par espoir, mais par principe. Ce serait un acte secret, une petite chose que personne, et surtout pas Étienne, ne pourrait contrôler. Tard dans la nuit, l'EHPAD était plongé dans un silence presque total, seulement troublé par les bips lointains d'une machine et les ronflements provenant des autres chambres. Amélie se leva de son lit, le cœur battant. Sur la pointe des pieds, elle se glissa hors de sa chambre et traversa le couloir, son ombre dansant sur les murs. Elle atteignit la salle commune, déserte et sinistre sous la seule lueur de l'écran de veille d'un ordinateur. C'était un vieux poste, lent et bruyant. Elle s'assit, le bruit du ventilateur de la machine lui paraissant assourdissant. Le démarrage prit une éternité. Ses mains tremblaient en naviguant sur le site de la Française des Jeux. Elle trouva la page du dernier tirage. Dépliant le petit papier, elle compara les numéros un par un, son souffle se coupant à chaque correspondance. 1. Puis 2. 3. 4. 5. Et le numéro chance. Tous. C'était impossible. Ses yeux relurent la ligne de chiffres, encore et encore. La page se chargea. Ses yeux parcourent les numéros correspondants un par un. Son souffle se coupe. Une phrase s'affiche en grand sur l'écran, « Félicitations, vous êtes l'heureux gagnant du jackpot de 62 millions d'euros. » Un rebondissement incroyable qui change absolument tout pour Amélie. Si vous êtes encore avec nous et que cette histoire vous touche, merci de commenter avec le chiffre ainsi ci-dessous pour nous le faire savoir. Votre présence est importante. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Votre soutien nous permet de continuer à créer des histoires fortes pour vous inspirer. Maintenant, que va faire Amélie de ce pouvoir inattendu? Retournons à l'histoire. Face à l'écran, Amélie ne ressentit pas la joie, mais une peur froide et électrique. 62 millions d'euros n'étaient pas un cadeau, c'était une arme, et elle devait apprendre à s'en servir avant que son geôlier ne découvre qu'elle la possédait. Son premier réflexe fut de fermer la page internet, le cœur battant à tout rompre.
Le silence de la salle commune lui parut soudain rempli de menaces. Chaque ombre semblait être celle d'une surveillante, chaque craquement du bâtiment était le bruit de pas s'approchant. Agissant avec un calme qu'elle ne se connaissait pas, elle retourna sur la page et lança l'impression. Le grincement de la vieille imprimante lui parut un vacarme assourdissant. Elle plia le papier en un minuscule carré et le cacha dans la doublure de sa robe de chambre. Le lendemain, elle ne se leva pas. Elle se plaignit de vertiges et de maux de tête, des symptômes plausibles qui lui valurent le droit de rester alitée. Elle avait besoin de temps, de solitude pour réfléchir. La cage était toujours là, mais elle venait de trouver une lime. Le pouvoir qu'elle détenait était immense, mais inutile tant qu'elle était prisonnière. Elle ne pouvait faire confiance à personne, sauf peut-être à l'étincelle de bonté qu'elle avait vue dans le regard d'une jeune femme. Elle attendit, chaque minute lui paraissant une heure, jusqu'à l'arrivée de Juliette pour la tournée du soir. Dès que la porte de la chambre fut refermée, Amélie attrapa la main de l'aide-soignante. Sa voix n'était qu'un murmure urgent. « Juliette, j'ai besoin de votre aide. C'est une question de vie ou de mort. J'ai besoin de parler à un avocat, en toute discrétion. S'il vous plaît. » Juliette ne posa aucune question. Elle vit dans les yeux d'Amélie non pas de la folie, mais une détermination glaciale. Elle hocha simplement la tête. « Demain, pendant la promenade au jardin. Soyez prête. » Le jour suivant, lors de la sortie quotidienne, Juliette guida Amélie vers un coin du parc situé hors du champ des caméras de surveillance, derrière un épais bosquet. Elle lui tendit un petit téléphone prépayé. « Le numéro est déjà composé. C'est un avocat, Maître Luc Moreau. Il travaille avec une association. Je lui ai dit d'attendre votre appel. Vous n'avez pas beaucoup de temps. » Amélie sentit ses doigts trembler en prenant l'appareil. La voix à l'autre bout du fil était calme, posée. Maître Moreau à l'appareil. « J'écoute. » En phrases courtes et précises, Amélie exposa la situation, séquestrée par son fils, déclarée faussement confuse, et le détail qui changeait tout, le gain au loto. Un court silence suivit, puis la voix de l'avocat reprit, encore plus calme mais chargée d'une nouvelle intensité. « Madame Dubois, ne dites plus un mot de cela à quiconque. Ne changez rien à votre comportement. Je m'occupe de tout. Vous recevrez des instructions. » Les 48 heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Elle joua son rôle de résidente docile, le secret brûlant en elle. Les instructions arrivèrent via Juliette, écrites sur de minuscules morceaux de papier, des informations à mémoriser, des documents à signer qu'on lui faisait passer discrètement. Maître Moreau, depuis Paris, avait validé le billet, mis en place une fiducie pour recevoir les fonds de manière anonyme et louer un refuge. L'évasion fut fixée 2 jours plus tard, à l'heure du changement d'équipe, le moment de chaos le plus propice. Ce soir-là, Juliette lui apporta des vêtements simples, qu'elle enfila sous sa robe de chambre. À 19 heures précises, Juliette entra. « C'est l'heure de la promenade, Madame Dubois. » Elles marchèrent dans le couloir, saluant le personnel, comme si de rien n'était. Au lieu de tourner vers le jardin, elles continuèrent tout droit, vers une sortie de service. Dehors, l'air froid de novembre la saisit. Une voiture sombre, banale, était garée un peu plus loin, moteur tournant. Juliette serra Amélie dans ses bras. « Bonne chance, Amélie, » murmura-t-elle. « Montrez-lui qui vous êtes. » Amélie monta à l'arrière. La voiture démarra sans un bruit, s'éloignant de « la chaînée paisible ». Assise sur la banquette, elle regarda le bâtiment, sa prison, rapetissée jusqu'à disparaître. Puis, sur l'autoroute, elle vit les lumières de Lyon, sa ville, sa vie entière, s'estomper dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis une éternité, elle était libre. Mais une liberté amère, teintée d'une solitude absolue. Elle n'avait plus de maison, plus de famille, rien d'autre qu'une fortune secrète et un avocat dont elle ne connaissait que la voix. Après plusieurs heures de route, la voiture s'engagea sur un chemin de terre et s'arrêta devant un mas en pierre, isolé au milieu des champs de lavande endormis de Provence. Le chauffeur lui tendit une enveloppe contenant des clés et un peu d'argent liquide, puis repartit. Le silence était total, seulement troublé par le chant du vent. Elle inséra la clé dans la lourde porte en bois. Elle arrive au mas isolé en Provence. Le chauffeur repart.
Elle met la clé dans la serrure, ouvre la porte de sa nouvelle vie secrète et se retourne, se demandant si Étienne sait déjà qu'elle a disparu. Dans le silence de la Provence, Amélie comprit que la vraie liberté n'était pas l'absence de murs, mais la présence d'un but. Son nouveau but était la justice, et son arme, la vérité. Le mas, initialement un simple refuge, se transforma en quartier général. La grande table en bois de la cuisine, qui aurait dû accueillir des repas conviviaux, fut bientôt recouverte de relevés bancaires, de vieux contrats et de courriers administratifs. Amélie travaillait sans relâche, animée par une colère froide qui avait remplacé la peur. Chaque matin, elle se levait avec le soleil et commençait ses recherches, méticuleuse, redécouvrant une rigueur qu'elle pensait avoir perdue. Guidée par les appels vidéo sécurisés de Maître Moreau, elle apprit à naviguer dans les méandres de sa propre vie financière, une vie qu'Étienne avait secrètement détournée. Ensemble, ils exhumèrent des documents qu'elle avait signés sans vraiment les comprendre, poussés par son fils. Puis ils trouvèrent la première pièce maîtresse, un prêt à la consommation de plusieurs dizaines de milliers d'euros, contracté 2 ans plus tôt. Cette signature, dit Maître Moreau à travers l'écran, zoomant sur le document. Est-ce la vôtre, Amélie? Amélie fixa la boucle maniérée du pas, la pression agressive du stylo. Non. Elle y ressemble, mais ce n'est pas la mienne. À partir de là, ils déroulèrent la pelote. D'autres documents firent surface, certains datant même d'avant la mort de son mari. La trahison n'était pas un acte isolé, c'était un mode de vie. Étienne la volait depuis des années. À Lyon, la panique avait gagné Étienne. Le directeur de « La Chaînée paisible » l'avait appelé, la voix mielleuse mais ferme, sa mère avait disparu. Pas une fugue, une évaporation. Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son plan, si parfait, s'effondrait. Il appela aussitôt son avocat, un homme aussi cher qu'il était dénué de scrupules. Elle a disparu, dit l'avocat, un rictus dans la voix. Parfait. Cela joue en notre faveur. Un comportement erratique, une disparition soudaine. C'est la preuve dont nous avons besoin. Nous allons déposer immédiatement une demande de mise sous tutelle. Nous allons le présenter comme un fils dévoué qui cherche à protéger sa mère instable et vulnérable. Le juge adorera. Quelques jours plus tard, Étienne signait la requête, un document rempli de mensonges poignants sur la confusion et la détresse psychologique de sa mère, se peignant lui-même en sauveur au cœur brisé. La nouvelle parvint à Amélie via un courriel crypté de son avocat. Elle lut le document, chaque mot étant une insulte à son intelligence et à son amour. Mais la colère fut bientôt remplacée par une autre information, bien plus cruciale. J'ai trouvé quelque chose, Amélie, lui annonça Maître Moreau lors de leur appel suivant, son visage grave. Il partagea son écran. Un extrait du registre du commerce et des sociétés s'afficha. Le nom de l'entreprise de son fils, Dubois Patrimoine Conseil, y figurait en toutes lettres, avec une mention, faisant l'objet d'une enquête pour abus de biens sociaux et fraude fiscale. Tout s'éclaira d'un coup. La précipitation, l'abandon, le contrôle. Il n'avait pas peur pour elle, il avait peur pour lui. Il avait besoin de son argent, de son patrimoine, pour combler les trous de sa propre escroquerie. Elle n'était pas une mère à protéger, elle était une bouée de sauvetage à saisir de force. Un matin, une voiture se gara devant le mas. Un huissier de justice, un homme en costume sombre, s'avança vers la porte. Maître Moreau l'avait prévenu. C'était un risque calculé. L'homme lui tendit une enveloppe officielle. L'assignation au tribunal. Amélie prit le document, ses mains parfaitement stables. Elle lut les mots imprimés, requête visant à la mise sous tutelle de Madame Amélie Dubois pour altération de ses facultés mentales. Le voir écrit noir sur blanc, la voir officiellement accusée d'être folle par le fils qu'elle avait mis au monde, ne la brisa pas. Au contraire. Une force nouvelle, glaciale et implacable, s'empara d'elle. Elle n'était plus la femme qui pleurait dans une chambre d'EHPAD. Elle était une combattante. Et elle allait récupérer sa vie. Le jour de l'audience arrive. Amélie sort d'un taxi devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle ajuste son manteau, prend une profonde inspiration et voit Étienne qui l'attend sur les marches, un masque de fausse inquiétude sur le visage. Leurs regards se croisent par-dessus le parvis. La bataille va commencer.
En entrant dans la salle d'audience, Amélie comprit qu'il ne s'agissait pas de juger sa santé mentale, mais de juger la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, la vérité était son allié. La pièce était lambrissée de bois sombre, intimidante, mais le regard calme de Maître Moreau à ses côtés lui donnait de la force. De l'autre côté, Étienne l'évitait du regard, chuchotant avec son avocat. Leur visage était tendu. Le regard vif qu'évoquait Juliette était bien là, Amélie se sentait plus lucide et déterminée que jamais. L'avocat de son fils prit la parole en premier. D'une voix mielleuse, il dépeignit le portrait d'une mère aimée mais déclinante, sujette à la paranoïa, influençable. Il fit écouter de courts extraits de messages vocaux, sortis de leur contexte, où Amélie semblait angoissée et confuse. C'était une performance convaincante, mais basée sur du vent. Puis ce fut le tour de Maître Moreau. Il se leva, non pas avec théâtralité, mais avec une autorité tranquille. Il ne se lança pas dans un grand discours. Il présenta des faits. D'abord, le rapport d'expertise psychiatrique complet, concluant à une clarté d'esprit et une capacité de jugement totale. Ensuite, il projeta sur un écran les documents financiers, mettant en évidence les signatures imitées. Enfin, le coup de grâce, le document officiel attestant de l'enquête pour fraude visant la société Dubois Patrimoine Conseil. Un murmure parcourut la salle. Le juge fronça les sourcils. « Madame Dubois », dit le magistrat en se tournant vers elle. « Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Amélie se leva lentement. Elle ne regarda pas le juge, mais son fils, droit dans les yeux. « Étienne », commença-t-elle d'une voix claire, qui ne tremblait pas, « te souviens-tu, quand tu avais 20 ans, des boucles d'oreilles de ma mère que j'ai vendues pour payer tes frais d'inscription à l'école de commerce ? Te souviens-tu de tous les repas que je t'ai préparés, même quand les fins de mois étaient difficiles ?» Elle marqua une pause, puis se tourna vers le juge. « Le seul symptôme de ma prétendue maladie, monsieur le juge, a été de l'aimer sans condition. C'est une maladie dont je suis, aujourd'hui, complètement guérie. » Le verdict fut rapide. « La requête est rejetée », annonça le juge d'un ton sec. Amélie ne tressaillit pas. Elle regarda simplement son fils. Son masque d'arrogance était tombé, remplacé par un air de stupeur et de peur panique. Il venait de tout perdre. La chute fut aussi rapide que brutale. Dès le lendemain, les journaux titraient « L'homme d'affaires qui voulait faire interner sa mère millionnaire fait l'objet d'une enquête pour escroquerie ». Sa réputation fut anéantie. Ses clients le quittèrent, ses comptes furent gelés, sa femme demanda le divorce. Amélie, quant à elle, accepta une seule et unique interview télévisée. Avec une dignité impressionnante, elle ne parla pas de vengeance, mais de son expérience pour donner une voix aux milliers de personnes âgées, isolées et réduites au silence par leur propre famille. Son histoire toucha la France entière. Quelques mois plus tard, le printemps revenait en Provence. Amélie était assise sur la terrasse de son mas, les statuts de sa fondation posés devant elle. Le projet Amélie était né. Maître Moreau lui envoya un court message, Étienne avait plaidé coupable et accepté une peine de prison ferme. Elle effaça le message sans émotion particulière. Ce chapitre de sa vie était clos. Sur la cheminée du salon, une petite horloge de voyage, presque identique à celle qu'Étienne lui avait interdit d'emporter, marquait le temps d'une nouvelle vie. Elle l'avait rachetée elle-même, premier acte symbolique de sa liberté retrouvée. Sa dernière étape la ramena à la chaînée paisible. Le hall d'entrée semblait plus lumineux. Devant les résidents et le personnel assemblé, elle annonça que sa fondation allait financer un programme d'activités culturelles et une permanence juridique gratuite au sein même de l'établissement. Son regard croisa celui de Juliette, de l'autre côté de la pièce. Elles se sourirent. Un sourire qui en disait long sur les batailles gagnées et les promesses tenues. Assise sur la terrasse de son mas, regardant le soleil se coucher sur la Provence, Amélie se sentit enfin libre. Pas seulement libre de murs, mais libre de peur. L'histoire était terminée, et c'était elle qui en avait écrit la fin.